paix, nous vous remercions de nous donner l'opportunité de nous adresser à nos compatriotes. Une fois de plus, nous sommes plus qu'heureux de partager avec vous nos réflexions du moment. L'enchevêtrement des crises qui affectent le Mali depuis le début de l'année 2012, avec notamment la rébellion, le coup d'État militaire, de même le conflit politique dans la capitale et l'impact croissant de la terreur dans la région nord du pays ont accéléré l'implosion de l'État malien. Nous vivons une période de crise profonde qui fait grandir les inquiétudes. Le Mali est essoufflé et se cherche. Le cynisme de la population à l'endroit de la classe politique est indéniable. Et les agissements de nos représentants et forces vives de la nation ne font rien pour améliorer la situation. Notre modèle de démocratie s'est essoufflé. Les rébellions, scandales politiques, financiers et militaires donnent l'impression profonde que notre façon de faire et de vivre ne conviennent plus. Pour nous, il faut changer de logique. Les moments difficiles que nous vivons offrent à la classe politique de notre pays une occasion unique de remodeler les politiques de gouvernance à l'image de notre culture et de notre identité, d'en faire un véritable instrument de changement capable d'améliorer la vie des citoyens de notre nation. En effet, depuis le coup d'État du 22 mars 2012, la classe politique malienne s'est davantage divisée en front pro et anti-putsch. Cette division a engendré un flottement au niveau national sur la réponse à apporter à ce coup de force, qui est un coup de force non constitutionnel, et même une réponse à la rébellion au nord du pays. D'ailleurs, cette crise institutionnelle a été un facteur déterminant dans la prise des 3 régions du Nord par les groupes armés dans les jours qui ont suivi le putsch. Pourtant, ces mêmes leaders politiques qui ont refusé de se débarrasser de leurs indifférences à l'égard du sort de leurs sœurs et frères dans les régions du Nord du pays, ou même de s'unir derrière la cause malienne, se sont activés pour former un gouvernement de plus de 30 ministres pour une période de transition de moins de 12 mois. Avons-nous vraiment besoin de tous ces ministres pour trouver des solutions à l'instabilité de notre pays? Bien sûr que non. Les Maliens veulent simplement des dirigeants intègres et dignes de confiance, capables de trouver des solutions à la crise profonde qui touche notre pays. Et ils veulent sûrement un gouvernement qui soit prévisible, solide et transparent. Certaines personnes veulent toujours que la CAR prenne une position dans le sens de cette division. Je dirais que la CAR n'est pas un parti d'excités militant pour le bien-être d'un clan. La CAR s'est engagée à œuvrer sans relâche pour l'avènement d'une démocratie et d'un État qui garantisse une plus grande justice sociale pour l'ensemble des Maliens. Récemment, on a beaucoup trop parlé du Mali et beaucoup trop peu avec les Maliens. Les braves et dignes citoyens maliens ne sont pas responsables de la situation actuelle. Et pourtant, ils doivent supporter le fardeau. La CAR refuse de jouer à ce jeu politique qui met les Maliens à l'écart ou dos à dos et se positionner sur l'arène politique. Le Mali n'a pas besoin de la politique politicienne en ce moment. La CAR a opté d'être avec le peuple qui est resté longtemps sans voix. Nous ne sommes pas à la recherche des honneurs et de la reconnaissance durant cette période de crise qui nous affecte tous. Les engagements que nous prenons aujourd'hui démontrent que la CAR entend assumer ses responsabilités à l'égard de la crise que nous vivons. Ancrée dans une vision de développement durable,
Ces engagements nous enjoignent de protéger et de préserver notre nation à l'intention des générations actuelles et futures. C'est cette politique, construite autour des valeurs qui ont toujours fait le Mali, qui est la nôtre. Cette politique est la nôtre. Telle est la politique que nous voulons léguer à la nouvelle génération. C'est en pensant à leur ambition, l'ambition de cette génération pour l'avenir, et à l'héritage politique que nous voulons leur laisser, que le choix de cette position s'est imposé à nous. À la CAR, nous déterminons notre destination finale, car nous restons toujours nous-mêmes. Plus profondément encore, nous donnons une direction et une finalité à nos actes. Nous voulons que les actes posés par notre parti et notre mouvement politique aient une grande portée dans le temps. En effet, nous voulons que nos actes portent les fruits d'un vrai développement durable. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, la lumière de la CAR brillera devant les Maliens lorsqu'ils verront les bonnes œuvres réalisées par nos braves militants. Nous vivons sous le regard des Maliens et de Dieu. Cela est assez rassurant pour nous. Cela étant dit, la dynamique unitaire doit constituer incontestablement notre cheval de bataille en vue d'aboutir à une prise de conscience, car sans une vraie unité, il ne peut y avoir ni de victoire sur les forces du mal, ni une vraie alternance politique, tant voulue et attendue par le peuple malien. Cependant, pour mériter la confiance de l'ensemble du peuple malien, nous devons prendre en considération ses attentes pour un changement en profondeur. Le Mali de 1960 à nos jours a connu 3 coups d'État dus aux politiques de gouvernance non adaptées. Nous devons accepter que la consolidation de la nation ne peut se faire qu'à travers les politiques de gouvernance adaptées et des institutions qui représentent réellement les aspirations du peuple. La CAR n'a cessé d'affirmer qu'il faut une harmonisation républicaine de notre démocratie qui ne saurait se faire sans une prise en compte des composantes de notre culture et de notre identité. Le combat démocratique est la seule méthode de lutte pour le pouvoir ou le développement des communautés qui respecte la souveraineté des peuples, crée des institutions où chacun peut défendre ses droits et restreindre les discriminations. Depuis son avènement, la démocratie pluraliste ne s'est pas préoccupée à changer la conception structurelle des forces armées, ou même à investir pour équiper ou moderniser l'armée et les forces de sécurité. Aujourd'hui, les conséquences d'une gestion calamiteuse de notre armée et les forces de sécurité pendant des années apparaissent au plus grand jour et de la façon la plus dramatique. Notre armée a été littéralement déplumée au cours de ces dernières décennies, alors même qu'une véritable démocratie ne peut que se reposer sur une armée forte et républicaine et des forces de sécurité modernes. La nation elle-même ne peut que se reposer sur un état de droit et une justice sociale. Quand l'état de droit est menacé, son seul recours devient les forces armées de sécurité. Alors, nous devons tout faire pour équiper nos forces armées et de sécurité et les soutenir moralement. Ce soutien moral de l'ensemble de la nation est indispensable à nos hommes en uniforme, qui, en dépit de tout, sont les meilleurs d'entre nous. Ils sont les moins rémunérés, mais toujours prêts à verser leur sang pour que nous autres puissions dormir tranquillement. La restructuration des forces armées et de sécurité est impérative afin de garantir l'intégrité territoriale et de réagir efficacement lorsque l'intérêt du pays est menacé ou quand la sécurité des personnes et des biens est mise à mal.
il est nécessaire d'organiser des séances d'information et d'échange avec les hommes politiques, la société civile et les hommes en uniforme, afin qu'ils se connaissent mieux, se comprennent mutuellement pour que chacun respecte le domaine et les prérogatives de l'autre. Aussi, il est très important que les forces armées de sécurité fassent partie intégrante d'un État démocratique. En d'autres termes, l'armée et les forces de sécurité sont appelées à respecter, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les valeurs républicaines définies dans la loi fondamentale du pays. L'intégration des forces armées et de sécurité dans une société démocratique est nécessaire afin de faire de l'armée elle-même une vraie institution démocratique. Seule la structuration et la promotion d'une armée républicaine et des forces de sécurité modernes peuvent éviter les coups d'État militaires dans nos pays. Vous savez, quel que soit le degré de notre frustration à l'endroit de la CEDEAO, nous devons reconnaître la nécessité des organisations régionales et les fondements d'un monde multipolaire qui permettent une coopération économique et politique. Cependant, l'intervention, je dirais, non attentionnée de la CEDEAO au Mali a constitué une ligne de fracture dans la société malienne. L'organisation sous-régionale a en effet pris des décisions non seulement contraires aux prescriptions de la Constitution malienne, mais aussi elle n'a jamais réellement consulté la population malienne avant la prise de ces décisions. Elle devait consulter les Maliens avant de prendre des décisions qui affectent leur vie quotidienne et leur sécurité, et pouvant avoir des répercussions négatives. Aussi, souverain, le Mali doit faire ses propres choix et devenir le gestionnaire unique de son destin. Pour nous, les actions de la CEDEAO ont affaibli la démocratie qu'elle dit défendre. Pourquoi? Parce que ces mêmes actions ont par voie de droit permis la concentration du pouvoir de supervision, de surveillance dans les mains d'une élite non élue de Maliens. Les principes de division du pouvoir qui sont au fondement même de la notion de démocratie ont été ignorés. Aujourd'hui, les droits politiques et sociaux des Maliens se trouvent attaqués. Loin de permettre une sortie de crise, les actions de la CEDEAO ont permis une soumission aggravée et forcée du Mali aux logiques de cette élite non élue et des dirigeants de l'organisation. Ces actions peuvent évidemment nuire au bien-être de la société malienne. Cela étant dit, les efforts déployés par la CEDEAO en vue d'une résolution rapide et durable de la crise politique et du conflit armé au Mali doivent être encouragés et supportés. C'est aux Maliens de travailler avec les officiels de la CEDEAO pour redéfinir le cadre de l'intervention de l'organisation sous-régionale et surtout éviter les erreurs du passé. Le Mali doit accepter l'aide militaire de la CEDEAO et du reste de la communauté internationale. Le gouvernement et l'armée ne doivent pas forcément voir l'arrivée des troupes plutôt africaines comme une humiliation de trop. Mais ces forces africaines doivent être sous le commandement d'officiers maliens expérimentés, qui connaissent mieux le terrain sahélien et la zone désertique. Aussi, les ordres doivent venir du haut commandement militaire malien sous contrôle d'officiers supérieurs, je dis bien d'officiers supérieurs spécialistes en stratégie de guerre. Le Mali doit contrôler et gérer l'administration des forces étrangères sur son territoire. Retenons que 80 à 90% des armées de la CEDEAO n'ont pas d'expérience de combat en milieu désertique. Le fait de la non-rencontre avec le chef de la junte a trait à l'ensemble des principes généraux indiquant la ligne de conduite officielle du parti. Les événements que le Mali a connus dans la nuit du 22 mars de cette année
qui ne sont ni souhaitables ni acceptables dans une véritable démocratie ne sont que les conséquences, une fois de plus, de la non-adaptation de politique de gouvernance dans notre pays. Les coups d'État déclenchent toute une série de réactions en chaîne, imprévisibles et incontrôlables. C'est pourquoi nous devons tous affirmer notre engagement à œuvrer sans relâche pour l'avènement d'une démocratie et d'un État qui garantisse une plus grande justice sociale pour l'ensemble des Maliens et exiger le retour à une vie constitutionnelle normale dans les plus brefs délais. Je dis bien dans les plus brefs délais. Concernant les 2 sommets à Ouagadougou, notre conviction est que les problèmes du Mali se règlent au Mali. Comme je l'ai dit auparavant, la CAR n'est pas un parti d'excités militant pour le bien-être d'un clan. À la CAR, contrairement à d'autres partis ou leaders politiques, nous ne privilégions pas les explications et les solutions qui relèvent d'une vision à court terme. Pour déterminer les causes immédiates et lointaines de l'instabilité et découvrir les solutions à long terme, il faut procéder à un examen critique de l'origine et de la nature de la crise. Cet exercice d'analyse et de réflexion permettront de dégager les éléments qui aideront à trouver des solutions vraies et durables. Ce travail commence au Mali et non au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Une paix durable dans la région exige que toutes les causes principales d'instabilité soient identifiées et que les solutions appropriées y soient trouvées. La CAR et son centre d'études, Famia Waleso, ont publié leurs réponses relatives à la crise malienne dans un document intitulé « Analyse et réflexion sur la crise au Mali ». Document que vous retrouverez sur notre site internet www.carmali.com. L'objet de ce document est d'alimenter la réflexion et de stimuler le débat. Il aborde certains des problèmes les plus pressants auxquels le peuple malien doit faire face et qui relèvent de la compétence de nous tous. Propose aux Maliens des priorités à envisager et contient des solutions et des recommandations sur les mesures qui pourraient être prises au cours des jours à venir pour faire renaître l'espoir et changer la vie. L'instabilité de la région du Sahel s'explique par les guerres déclenchées par le MNLA et ses frères en armes et idéologie, l'AQMI et en Sardine. Des organisations politico-militaires entreliées pour s'emparer du nord du Mali. Il faut ajouter à cela l'avidité des forces extérieures qui les instrumentalisent pour accéder à bon compte aux ressources naturelles et les zones stratégiques militaires. L'impunité qu'elles garantissent à leurs sous-traitants, les rebelles. L'absence d'une vraie démocratie et des armées républicaines et forces de sécurité modernes dans les pays de la sous-région. Conséquemment, il faut les solutions suivantes. Je dirais premièrement, la paix va de pair avec la justice. La stabilisation de la région requiert que la justice, tant nationale qu'internationale, lutte contre l'impunité de tous les criminels et traite tous les suspects de crimes de guerre contre l'humanité d'une façon sans distinction. La lutte contre l'impunité est une nécessité si l'on veut réconcilier les peuples. Éviter que les gens se rendent justice et endiguer le phénomène des rébellions qui déstabilisent la région. Le problème est qu'une justice équitable et impartiale ne peut exister que dans un système démocratique. Ce n'est d'ailleurs que dans ce contexte qu'une commission vérité et réconciliation peut être organisée pour établir les responsabilités des uns et des autres dans les drames qui ont frappé le pays et avec comme ultime objectif de réconcilier le peuple malien
et de mettre fin aux rébellions et représailles politiques périodiques. Deuxièmement, promouvoir une démocratie et une armée républicaine. Tous les peuples du monde aspirent à la démocratie et à leur souveraineté. Le combat démocratique est la seule méthode de lutte pour le pouvoir ou le développement des communautés. Depuis 2010, nous n'avions cessé de souligner que l'un des problèmes épineux qui se posent à notre démocratie naissante était celui de la menace constante d'explosion sociale liée à l'urgence des exigences sociétales qui ont été ignorées depuis des années en raison de l'inadéquation des structures de commandement politique et économique. Le Mali ne peut plus continuer à se contenter de voguer au gré des crises. Il est temps de proposer un modèle de démocratie qui prend en compte la requalification des principes qui sous-tendent l'interactivité du citoyen et de l'État. Il s'agit de redéfinir un nouveau contrat social au moyen des mécanismes de dialogue franc et permanent avec la population malienne, dans le sens d'intégrer ses besoins réels dans les programmes politiques et économiques appropriés et les exécuter concrètement en faveur de cette même population. Nous devons accepter que la consolidation de la nation ne peut se faire qu'à travers des politiques de gouvernance adaptées et des institutions qui représentent réellement les aspirations du peuple. La nation elle-même ne peut que se reposer sur un état de droit et une justice sociale. Quand l'état de droit est menacé, comme je l'ai dit, son seul recours devient les forces armées et de sécurité. Alors, nous devons tout faire pour restructurer nos forces armées et de sécurité afin de garantir l'intégrité territoriale et réagir efficacement lorsque l'intérêt du pays est menacé ou quand la sécurité des personnes et des biens est mise à mal. Mais aussi faire d'elles des forces républicaines au service d'un État démocratique. Troisièmement, il faut insister sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La communauté internationale doit rester sur sa position concernant la souveraineté du Mali. En effet, les membres du Conseil de sécurité ont toujours réaffirmé la nécessité de respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Et ils rejettent toute déclaration allant dans un sens contraire de façon catégorique. Le Mali a besoin d'un gouvernement de transition qui a la confiance du peuple. Un gouvernement qui est le seul maître d'œuvre, guidé par les seuls intérêts du Mali et assurant la cohérence des politiques. Aussi, souverain, je le répète, le Mali doit faire ses propres choix et devenir le gestionnaire unique de son destin. Comme nous l'avons toujours souligné, l'avenir du Mali ne passera certainement pas par les remèdes des institutions internationales. Il ne passera sans doute non plus par la copie de modèles de politique de gouvernance non adaptés. L'avenir du Mali ne passera sûrement que par les braves et honnêtes Maliennes et Maliens. Quatrièmement, il faut agir pour un traitement social et politique de la crise. Une solution politique est toujours préférable aux problèmes de société. La négociation s'imposera quand les rebelles déposeront les armes et respecteront la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Cependant, le Mali ne peut plus se donner le luxe d'acheter la paix comme dans le passé, de surcroît une paix de circonstances qui risque de transformer une fois de plus les régions du nord du pays en un espace de libre activité pour le banditisme, le féodalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Nous devons faire de la décentralisation un outil de renforcement de l'unité nationale par la reconnaissance et la gestion appropriée des particularismes locaux en créant l'opportunité d'une meilleure participation des citoyens au processus démocratique. Les réformes politiques et administratives demeurent les seules voies pour sortir de l'impasse où nous nous trouvons. Nous devons tous œuvrer pour que les prochaines élections soient totalement libres et transparentes. Que le gouvernement de transition s'inscrive dans un processus véritable, je dirais véritablement démocratique,
afin de priver toute éventuelle rébellion de toute justification et d'en finir avec les arrangements antidémocratiques. Nous devons tout faire. Je dirais, nous devons tous faire appel à nos sœurs et frères qui sont dans la rébellion pour leur retour dans la grande famille malienne. Il est temps que la raison gagne sur l'émotion. Venez qu'on rêve ensemble pour faire de la réalité nos ambitions pour notre nation. Il est temps de changer le Mali pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Nous sommes convaincus que notre pays maintiendra sa détermination pour la réforme et la réconciliation politique et sociale. Il maintiendra sa position ferme contre l'extrémisme et insistera toujours sur la protection des minorités, qui a toujours été une obligation morale et religieuse dans notre société. Nous ferons ce qui est juste et nécessaire pour sortir ensemble plus fort de la crise. Notre riche histoire et notre diversité doivent toujours être une force dans le Mali de demain. Cinquièmement, œuvrer ensemble pour un avenir durable. Les Maliens doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus se payer le luxe de divisions stériles et de jugements de valeur portés sur les uns et les autres. Le peuple est aujourd'hui suffisamment édifié quant aux responsabilités de la situation actuelle. Nous devons nous parler avec franchise et sincérité. Mais nous avons tous le devoir de mettre l'intérêt du Mali en avant. Nous devons tous nous mettre ensemble pour inventer un ordre nouveau, capable de sortir le Mali de cette situation qui devient préoccupante de jour en jour. À ce moment critique et historique, nous n'avons pas besoin d'étaler nos divisions. Toute chose qui ne peut qu'aggraver le sentiment d'inquiétude et de solitude qui anime nos compatriotes qui vivent dans la partie nord du pays. Ceux-ci doivent pouvoir compter, aujourd'hui, plus que jamais, sur notre sollicitude et notre fraternité. Il est urgent de dégager les voies et moyens qui permettront d'apporter un soutien fraternel à l'ensemble des populations du Nord qui vivent actuellement des moments plus que difficiles. Nous invitons l'ensemble des forces vives de la nation à prendre leurs responsabilités et à placer l'intérêt supérieur du Mali au-dessus de toute autre considération. Les difficultés ne comptent pas lorsque sont en jeu l'intérêt de la nation et l'avenir commun des Maliens. Faisons en sorte que notre pays sorte plus fort de cette situation. Pour cela, il nous faut de la clairvoyance et du sens des responsabilités. Nos actions doivent s'inscrire dans le cadre de ces devoirs de responsabilité face à notre devenir collectif. Je rappelle que la CAR et son centre d'études et politique Famia Walesso ont publié leurs réponses relatives à la crise malienne dans un document intitulé Analyse et réflexion sur la crise au Mali, que vous retrouverez sur notre site www.carmali.com. Ce document aborde les problèmes les plus pressants auxquels le peuple malien fait face, propose aux Maliens des priorités à envisager et contient des solutions et des recommandations sur les mesures qui pourraient être prises au cours des jours à venir. Le secrétaire chargé de l'administration générale de la CAR, M. Gaussou Bachili, vient de revenir d'une tournée dans les 3 régions du Nord. Il a apporté à nos concitoyennes et concitoyens du Nord le soutien et l'engagement inconditionnel de la CAR. M. Chafa Koutam, conseiller du président de la CAR et membre du comité chargé du Grand Nord du parti, continue à visiter les camps de réfugiés en dehors du Mali pour les mêmes raisons. Nous sommes très fiers de M. Bachili et de M. Koutam pour leur dévouement et surtout les travaux accomplis lors de leur mission. Nous travaillons avec certains groupes de la société civile et du monde politique pour trouver des solutions aux problèmes politiques.
Nous maintenons nos liens de confiance avec nos militants à travers notre méthodologie d'Antigani Barrow et nous œuvrons pour maintenir de solides relations avec les populations locales à travers nos forums appelés Akli Djarabo, ce qui est un élément essentiel dans le succès de notre stratégie de concertation et conversation avec notre peuple. Nous entretenons des relations avec certains gouvernements et institutions pour aider les Maliens durant cette période de crise, mais aussi pour préparer l'après-crise. Voici les actions menées par la CAR face à la crise de notre pays. Le Mali est en proie à l'instabilité, au conflit politique et à une rébellion armée. Ces conflits, outre leurs impacts directs sur la vie des populations, ainsi que sur leur environnement moral et physique, obèrent gravement les maigres ressources du pays et hypothèquent ainsi ses chances quant à son développement. Il n'en reste moins que l'objectif de la paix au Mali demeure possible, nécessaire et même urgent. Comme il a déjà été dit, la paix reste bien sûr une exigence liée aux souffrances insupportables des victimes des conflits. Mais elle devient également un impératif de survie pour notre nation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir si le Mali peut encore aller plus loin. Nous sommes convaincus du contraire sur ce point. Le Mali a atteint les limites du possible. L'étape suivante serait de trouver de vraies solutions durables à la crise. Aucune solution ne saurait être durable si elle ne stipule la mise en place d'un état de droit et une justice sociale garantissant le respect des droits de la personne, le principe de l'accession au pouvoir par le suffrage populaire exprimé dans la transparence et la régularité, l'alternance du pouvoir au pouvoir, le respect des différences au plan politique et culturel, et la réconciliation et la reconstruction d'une nouvelle armée républicaine et des forces de sécurité modernes. Seule une vraie démocratie pourrait apporter des solutions à nos problèmes. Un système politique qui prend en compte les engagements en faveur du bien-être de tous. La résolution du conflit malien ne doit pas être uniquement militaire. Elle doit être accompagnée par le dialogue. Ce dialogue, pour qu'il soit efficace, doit intégrer tous ceux qui sont concernés par le conflit. Le conflit malien ne peut être isolé de son contexte et sa solution doit être régionale. La société civile doit être correctement impliquée dans toutes les démarches ayant trait au conflit afin de faciliter les rencontres intercommunautaires qui mettent en présence des communautés que les conflits ont opposées les unes aux autres alors qu'elles ont toujours eu de forts liens de parenté, de voisinage, de solidarité et de complémentarité. Ces rencontres permettent aux communautés de se rappeler mutuellement qu'au-delà des identités ethniques, nous partageons une identité commune qui a toujours façonné notre volonté de vivre ensemble et de bâtir une destinée commune. L'histoire millénaire du Mali relate que ces mêmes communautés ont constitué et géré ensemble des États comme le Ghana, le Mandé et le Songwe, et qu'elles ont toujours entretenu une culture de paix. La démarche de la société civile doit aller dans le sens d'un rappel de la nécessité de sauvegarder cette culture de paix. Aussi, compte tenu de notre diversité culturelle et ethnique, nous devons faire de la démocratie de base une réalité et la décentralisation doit être le catalyseur de l'ancrage de cette démocratie. Cette démocratisation doit induire la libre administration des collectivités locales qui impliquera la désignation des organes de gestion des collectivités locales. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système administratif qui respecte la diversité et les particularités de nos territoires pour consolider davantage notre nation.
Pour consolider la paix, le Mali doit se doter d'une politique extérieure moderne et pertinente. Nous devons mettre en place des politiques pour permettre de mieux défendre les intérêts de notre pays avec des arguments valables et des solutions concrètes. Mais aussi d'assurer la promotion de notre cher pays. Dans ce cadre, le Mali doit engager une véritable offensive diplomatique en direction des partenaires du développement pour les informer et les mobiliser en faveur du renforcement de la paix dans les régions nord du Mali. Une sortie rapide des crises et la reconstruction du Mali impliquent les efforts de tous. La réhabilitation et l'établissement légitime des structures de l'État au Mali dépendront largement du succès de nos efforts à relever les défis auxquels nous faisons face. Notre sentiment de vulnérabilité et notre concept de sécurité n'ont jamais été la même depuis l'occupation des régions nord du Mali par les rebelles. Nous avons de plus en plus mal à supporter cette situation. Et comme beaucoup de Maliens, nous avons surtout une grande honte. Il se peut que nous ne fussions pas en mesure de contrôler les circonstances qui ont provoqué la double crise dans notre pays. Mais nous devrons être en mesure de contrôler les réponses à ces circonstances. L'une des bonnes réponses à ces circonstances est de changer de logique et une refondation au niveau du leadership. Nous ne pouvons récupérer les régions du nord du pays qu'avec la mobilisation du peuple malien et des leaders très ambitieux. Il est temps d'affronter la peur, le mal et la honte. Face à cette crise, notre obsession doit être de préparer et protéger l'avenir de la nation. Il s'agit d'ouvrir un nouveau chemin pour le Mali, mais ayant à cœur l'exigence de vérité. Pas de faire rêver les Maliens avec des promesses qui conduiraient à la ruine. Nos politiques doivent engager nos intérêts vitaux. Au milieu d'un monde bouleversé et troublé par l'éternel conflit des intérêts géostratégiques, notre pays doit unir toutes ses forces et toutes ses intelligences pour penser le rôle et la stratégie du Mali au XXIe siècle. C'est-à-dire le renforcement de la défense nationale, la préservation de nos intérêts, de bonnes politiques de gouvernance, les droits de l'homme et le développement durable. Cependant, le Mali continuera d'aller de l'avant et il gardera la maîtrise de son destin face à la crise que nous vivons. Nous ferons ce qui est juste et nécessaire pour sortir plus fort de la crise. Le Mali trouvera en lui-même les conditions de son renouveau. Nous sommes convaincus que notre riche histoire et notre diversité seront toujours une force dans le Mali de demain. Notre avenir se dessine sur l'expérience de nos aînés. Notre singularité qui est née de notre persistance doit nous permettre de faire encore mieux. Nous resterons ce que nous sommes, Dieu le voulant bien. C'est pourquoi il est important que nous continuions ensemble. Oui, nous devons continuer ensemble parce que notre pays se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Nous avons tous le devoir et la responsabilité d'en tenir compte et de faire en sorte que le Mali soit épargné des abîmes que d'autres pays ont connus. À ce moment critique, les actions que nous entreprendrons seront déterminantes pour l'avenir de notre nation. Nos actions doivent s'inscrire dans le cadre de ces devoirs de responsabilité face à notre devenir collectif. Les moments difficiles que nous vivons doivent servir à sceller une union spirituelle entre l'ensemble des forces vives de la nation pour que s'exprime clairement notre engagement collectif et historique en faveur d'un nouveau départ pour notre patrie. Nous exhortons chaque Malienne et chaque Malien à exiger au cours de ces moments difficiles l'édification d'une société de responsabilité et de liberté. Aussi, nous devons tous comprendre que nous nous battons pour l'âme de notre nation.
Nous avons confiance au peuple malien qui a traversé et surmonté tant d'épreuves par le passé. La nation malienne survivra, Dieu le voulant bien. Et nous demandons à ce même Dieu de bénir notre nation dans une Afrique unie et en paix. C'est nous qui vous remercions de l'opportunité qui nous est donnée de prendre position sur la crise que vit notre pays.